BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle? François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et puis bienvenue à vous qui êtes un fidèle de l'audio de quoi je mêle et qui nous écoutez à partir du vendredi midi. Vous le savez, avec le petit module bonus en cadeau. Ravi d'être là avec bien évidemment deux parties pour ce de quoi je me mêle. Dans un instant, on va plonger dans l'actu de cette semaine. Et puis juste après, Lionel Paris nous rejoindra et avec lui, on s'intéressera aux nouveautés télécom avec notamment la nouvelle box SFR qui s'apprêtera à débarquer. Alors, est-ce qu'elle rattrape son retard par rapport à celle d'Orange et par rapport aux autres concurrents? Et puis on évoquera aussi une nouvelle box qui arrive chez Orange, une box 5G. Voilà quelques-uns des sujets qu'on évoquera avec Lionel. Ce sera en deuxième partie de ce de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM. Installez-vous, c'est parti pour votre heure dédiée à la tech sur BFM Business. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Avec pour commenter l'actu cette semaine, Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague. Messieurs. Gonzague, c'est bien parce qu'il vient maintenant régulièrement, beaucoup plus régulièrement qu'avant. Et c'est un vrai plaisir. Plaisir partagé. Blogueur, youtubeur. Ouais, entrepreneur. Entrepreneur, que des heures. Que des tickets. Et nous avons aussi Pierre. Pierre. Ça marche aussi. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, pour le pire. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint donc de la plateforme Tech & Co et de BFM Tech. Oui, ouais. On va dire ça comme ça. Pierre Fontaine, donc. Ravi de vous retrouver tous les deux parce qu'il y a pas mal d'actu, notamment en termes d'IA. On va évoquer. Alors là, ChatGPT, cette semaine, ils ont tout donné, quoi. Ouais. Ils se sont dit, vous savez quoi, on va sortir à peu près 484 communiqués de presse pour qu'on parle absolument de nous. Et ça va être le cas parce qu'il y a plein de choses très intéressantes qui arrivent ou qui sont déjà arrivées sur OpenAI. Mais pour débuter, grosse annonce, parce que je sais que vous avez peut-être un produit Amazon à la maison. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, ils ont été mis à jour. En tout cas, les mises à jour hardware de ces produits arrivent. Ça a mis plus longtemps que prévu, parce qu'en général, c'était tous les ans chez Amazon. Et c'est vrai que l'année dernière, il n'y a pas eu grand-chose. Faut dire que la direction, enfin les dirigeants de toute la partie hardware d'Amazon, Pierre, a changé. Je crois que c'était il y a 2 ans. En fait, maintenant, on a, pour ceux qui suivent un petit peu les actualités, les annonces produits Microsoft, il y avait quelqu'un qui était passionné, qui vendait les produits Microsoft comme si c'était son bébé, c'est Panos Panay. Et maintenant, c'est un transfuge. Il est passé, donc ça fait quelques années maintenant chez Amazon, et il a apporté cette espèce de culture du détail, du soin de l'intégration, de la passion du produit bien fini, bien pensé. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné par rapport à ça, qui a toujours, et ça s'est senti chez Microsoft, qui a toujours insisté sur l'intégration dans le quotidien, de l'usage quotidien. Et donc là, oui, forcément, il a amené ça depuis 2 ans maintenant, je crois, chez Amazon, avec donc du coup des exigences et on va dire peut-être une montée en gamme aussi à l'ensemble, avec une vision plus globale même si Amazon a toujours été très fort dans l'intégration d'un écosystème, il y a vraiment cette impression d'écosystème plus solide, plus pensé. Ouais, parce que c'est vrai que on va dire l'aspect hardware et toute la partie hardware d'Amazon ne marche pas forcément très très bien. Non. On sait qu'ils ont investi des milliards et des milliards dans tous ces objets connectés, les échos, et on se rend compte que, voilà, est-ce que c'est un échec, est-ce que c'est un succès? Amazon est toujours très discret là-dessus. J'ai l'impression que, après l'euphorie de ces dernières années, on revient un peu à la raison. Ouais, il y avait un côté cheval de Troie, je crois, qui était de dire, on va te vendre une enceinte pas chère, qui est aussi une enceinte connectée qui permet de mettre Alexa chez toi. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y a 2-3 ans, c'était vraiment la bataille entre Google Home et Alexa, que d'avoir le plus d'appareils possible chez les gens, parce qu'évidemment, c'est ça ce qui te permet d'établir une domination sur le marché, c'est d'être le plus présent possible chez les gens. Alors, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus implantés que chez nous en Europe, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer, j'ai quelques anciens appareils Alexa, Echo Show, etc. C'était quand même extrêmement lent à utiliser.
c'était pas agréable, quoi. Du coup, à part l'écran, tu finis par t'en servir comme un gros réveil. Mais d'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est que pour avoir eu l'occasion d'essayer les mêmes modèles aux États-Unis, c'était beaucoup plus réactif et beaucoup plus performant en fait. Et donc, je pense qu'il y avait un problème de serveur, une question peut-être de serveur, aussi de modèles qui étaient moins performants pour reconnaître le français, je sais pas. Mais pour avoir utilisé les versions francophones et anglophones, c'est pas le jour et la nuit, mais pas loin en fait. Mais en revanche, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y avait un côté un peu pied dans la porte pour, nous, on vous vend du service, on vous vend du Prime Video, on vous vend, on se souvient des dash buttons où on appuyait, je fais de la lessive, paf, voilà. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils faisaient un petit peu feu de tout bois, fut un temps. Même s'ils avaient des gammes de produits qui étaient clairement identifiées et clairement pensées, les Kindle par exemple, qui sont des références dans les liseuses et qui le sont toujours, il y a vraiment un peu, on tire dans tous les sens, on vous fait le robot aspirateur qui fait hélicoptère, qui va vous alerter s'il y a quelqu'un qui vient chez vous. En fait, il y avait un côté... oui, très prospectif en fait. Oui, un peu le futur de la maison connectée. Un peu comme s'il manquait quelqu'un à la tête pour chapeauter tout ça et dire on va élaguer, on va se concentrer sur ce qui fait vraiment sens pour les gens. Et voilà, c'est ce que je voulais effectivement dire. Tu m'as volé la chute. C'est Panos Panay et je pense qu'il apporte une forme d'assise et de. On va pas laisser pousser l'arbre n'importe comment. Ouais, c'est clair. Rappelez-vous, ils ont lancé quand même un micro-ondes connecté à Alexa. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'était parti dans tous les sens, vraiment dans cette optique de Alexa sera absolument partout dans votre vie et dans les voitures aussi. Aux États-Unis, il y a eu cette vraie démarche avec les constructeurs d'implanter Alexa dans les voitures. Ils essayaient d'être partout. Maintenant, je pense qu'ils essayent d'être mieux au bon endroit. Ouais, parce que, alors, il y a évidemment les produits Amazon et les liseuses, tu disais, les enceintes et tout, mais ils ont aussi Blink, ils ont Ring. Enfin, je veux dire, l'écosystème hardware d'Amazon, c'est pas de la rigolade. Non, il y a beaucoup de produits quand même. Alors, pareil, en fait, sur Blink et Ring, qui sont extrêmement développés aux États-Unis et qui commencent à se voir partout maintenant, à proliférer en Europe également, ils ont une stratégie qui est similaire. C'est des produits pas chers. Tu peux avoir une caméra pour 30 €, tous les concurrents sont généralement au double ou au triple, avec des performances qui sont pas incroyables, mais pas dégueu non plus. Et donc, pareil, Et aux US, ils ont lancé un truc quand même un peu tordu, c'est que la police peut accéder aux images, il y a des réseaux de surveillance entre voisins où les images de toutes les caméras peuvent servir. Bon, il y a une société de surveillance derrière. Et il y a aussi une couche qui rajoute où, pour bénéficier de certaines fonctionnalités, il faut payer des abonnements. Par exemple, là, ils ont introduit leur caméra bifocale qui permet grosso modo de filmer le côté de la maison et puis le jardin où les enfants jouent, avec une fusion de la vidéo. Mais pour qu'on puisse bénéficier de la fusion de la vidéo, il faut prendre un abonnement mensuel. Et donc, une fois encore, il y a un côté un petit peu pied dans la porte, cheval de Troie. Le produit est pas mal fait, il est pas trop cher. Mais derrière, on vous glisse un petit abonnement en plus et on voit bien que ça donne avec Prime. Il y a cette culture de l'abonnement qui est là aussi. Je pense que Panos Panay là aussi pour essayer de rentabiliser ce secteur, en tout cas cette partie d'Amazon qui est, on le disait tout à l'heure, assez déficitaire. D'ailleurs, je trouve que les prix augmentent. On va en parler dans un instant, mais les prix de ces petites enceintes, par exemple, je crois que le premier Echo Show est à... il y a 199. Voilà, alors c'est pas l'Echo Show, c'est l'Echo Dot qui a 109,99. Bon, après, dès les Black Friday, les trucs, vous le trouvez à moins 50%. Mais là, je trouve que le prix d'entrée est plus élevé que les années précédentes. Et ces options de cloud qui arrivent, voilà, tu débloques des fonctionnalités un peu comme sur une Tesla, quoi. Tu payes pour avoir des fonctionnalités en plus. Parce qu'en fait, ce qui est embêtant pour eux, peut-être qu'Amazon avait espéré à l'époque que les gens allaient beaucoup faire des achats à la voix. Donc ça avait remplacé les boutons qui permettaient de faire une commande quand tu manquais du produit pour la lessive. Mais en réalité, ils se retrouvent à maintenir quand même une infrastructure qui est coûteuse pour que ça soit réactif partout dans le monde, avec toutes les langues, etc. Pour peut-être que les gens mettent des timers, éteignent les lumières et lancent de la musique. Et ça, ce sont des choses qui ne rapportent pas d'argent à Amazon. Non. Et ça, c'est un vrai problème. La passerelle, effectivement, c'est d'aller te vendre du Prime pour que tu souscrives pour la musique et pour les vidéos. Mais si tu ne consommes pas ça,
tu es un centre de coût pour Amazon. Et puis en plus, c'était, je sais pas, il y a une dizaine d'années que tout ça existe. On se souvient qu'à l'époque, il y avait une vraie concurrence entre Google et tout son écosystème Google Home. Hein, on se souvient, ils avaient à peu près, enfin un peu ou prou les mêmes Google, produits. pareil, rachetait plein de sociétés. Ils ont racheté Nest, etc., des sociétés d'alarme. Et c'est intéressant parce que Google communique beaucoup moins sur le Parce que hardware Google aussi, et sur cette partie-là de produits de reconnaissance vocale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, c'est vrai. on en parle beaucoup moins que Il y a les années Gemini précédentes. qui revient avec Google Home. Il va y avoir des annonces incessamment sous peu là-dessus, donc Ils vont rattraper leur retard. Ils n'ont pas abandonné le terrain. Effectivement, tous les efforts qu'ils font avec Gemini, en français, on va dire, poussent forcément dans ce sens-là. Tous les efforts qu'ils ont faits au moyen et long cours pour mettre en place Matter, pour justement faire en sorte que les gens ne se disent plus moi je passe pas à la domotique parce que je vais acheter un truc qui ne sera pas compatible avec mon ampoule. Donc en fait il y a une vague de fond, il y a un travail de fond, et en fait ils sont peut-être partis un peu trop tôt et les choses se mettent en place maintenant. Donc je pense qu'il ne faut pas enterrer la domotique, il ne faut pas enterrer les efforts des uns et des autres, parce que de toute façon le combat est toujours l'intégration dans un écosystème, même si mais c'est plus compliqué que prévu, je pense. Voilà, c'est plus compliqué que prévu. Il y a eu aussi une certaine hésitation de la part des gens à confier leurs données à des géants de la tech, dont on sait qu'ils aiment bien se faire de l'argent sur nos données. À quelques exceptions près et encore. Donc oui, voilà, il y a beaucoup de freins au-delà de la question de la pertinence de l'usage, parce qu'effectivement, avoir un HomePod, un Echo quelconque qui va se déclencher tout seul la nuit, qui va réveiller la maisonnée parce qu'il a entendu quelqu'un éternuer dans la rue, tout n'est pas au point, et donc il faut, au-delà de la question des usages, il y a la question de nos données privées, de est-ce que c'est vraiment bon pour la planète, il y a plein de questions qui se posent. Et pourtant, c'est pratique. Éclairer son salon, gérer pas mal de télécommandes par la voix, c'est assez, il y a des choses assez intuitif. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore craqué le truc. C'est ça qui est intéressant. Surtout en français encore. Une fois encore, je dirais surtout en français. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, une fois encore, comme je disais tout à l'heure, il y a une différence de niveau entre l'anglais et le français. Alors, je n'ai pas essayé dans d'autres langues, mais entre l'anglais et le français, il y a encore des différences majeures. Alors, les nouveaux produits. Oui. Nouveau Echo Dot, donc, je le disais, avec des nouvelles puces et des prix quand même assez élevés. Donc, les puces, c'est les AZ3 et les AZ3 Pro. Qui vont permettre un truc qu'on attend tous, c'est l'arrivée d'Alexa Plus. Oui, et alors Alexa Plus, c'est la promesse de l'IA contextuelle qui va, par exemple, savoir que vous avez l'habitude de lancer Prime, par exemple, le soir, que tous les samedis, il y a belle maman qui vient sonner à la porte, etc., et qui va en fait vous prévenir des choses, faciliter la vie. Mais alors, sachant que ça c'est la promesse américaine. En France, la vie privée. Alors, normalement, et ça, c'est une des questions. Donc, Melinda, notre journaliste, est à New York en ce moment et interviewe certains des responsables. Et c'est une des questions qu'on va poser, c'est est-ce que c'est fait localement? Où est-ce qu'on remonte les informations? Enfin, il y a une vraie question de la vie privée. Ça, on n'a pas encore la réponse dans le détail. Mais il y a surtout une réponse qu'on n'a pas, c'est qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on aura en France? Parce que toutes les présentations et les promesses qui ont été faites, elles ont été faites pour les Américains, comme souvent. Et on ne sait pas ce qui va arriver jusque chez nous. Par exemple, sur les CP, les communiqués de presse anglais et américains, entre les produits, on a certaines fonctions dont on ne parle pas dans la version française, ce qui veut dire qu'on n'aura pas forcément l'intelligence, soit tout de suite, soit jamais. Bon. Donc, nouveau Echo Dot, qui sont ces petites enceintes. Alors, je crois qu'il y a deux modèles qui sortent. Une toute petite et une un petit peu plus grosse. C'est les rondes, là, avec un nouveau look et une interface qui est visible, en fait, sur le devant. Et puis après, donc, les Echo Studio. C'est vrai que ça a l'air mieux fini. Ça a l'air plus sérieux et costaud en termes de hardware, avec du son spatial, une qualité d'écran d'affichage qui sera vraiment meilleure par rapport au précédent, des bords à bord sur les écrans. Donc ça avance. Je veux dire, c'est des nouveaux produits. Le studio existait et là, il l'améliore. Et tu as aussi effectivement le grand Echo Show qui est vraiment 8 et 11 pouces. Voilà, exactement, qui est cette base avec une sacrée enceinte, et ils le mettent beaucoup en avant parce qu'effectivement le son c'est quand même pareil, ça fait partie du cheval de Troie, et tandis qu'on voit à l'image, pour ceux d'entre vous qui nous suivent en vidéo, cette partie quasi télé de ce produit
assez intéressante et pas trop chère. Voilà, alors évidemment tout ça compatible Alexa, Alexa Plus, ça va être intéressant de voir quand ça arrive, si ça arrive un jour chez nous, ça pourrait être sympa. Les prix, donc voilà, hein, on dépasse allègrement les 200 € pour les c'est produits 200 haut de pour gamme. l'Echo Show 8 et 240, enfin 239,99 je crois, ou 90, je sais plus, pour le 11 pouces. Ouais. Ça arrive très vite, hein, je crois. Oui, En tout cas, ces enceintes, on peut précommander ouais. dès maintenant et ça arrive mi-octobre, je crois, de mémoire. Et puis, autre nouveauté qui fait la force en fait d'Amazon et qui, là, je pense, est un succès, c'est les Kindle. Donc, toute la partie liseuse d'Amazon, qui très tôt s'est mis sur ce marché, avec vraiment des produits référents. Hein, ça a été quasiment les premiers. Ah ouais. C'était essayé pour les vieux de la vieille comme nous, Robert Scoble qui a amené ça en France sur des salons, et il avait son Kindle. C'était horrible comme appareil à l'époque. Il y avait un clavier physique, hein, et c'était pas tactile. Et ce produit, ils l'ont fait évoluer en de multiples versions, et là, ils apportent la couleur. Ouais. Enfin, ils avaient déjà sorti des Kindle couleurs. Ils généralisent la couleur. Alors, effectivement, sur les Kindle, une fois encore, on parlait tout à l'heure de l'IA, d'Alexa Plus qui arrive pas. A priori, les Kindle vont arriver en France, mais on n'est pour l'instant pas cité dans les pays qui seront livrés d'ici début 2026. Ça, tu parles du nouveau Kindle tactile. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'ils viennent fusionner deux produits. Oups, mon micro. À la fois le côté tablette qui permet d'écrire, comme on l'a vu, il y a pas mal de concurrents, Remarkable, etc., qui font là, Amazon, il y avait le Scribe, hein, le Kindle exactement, Scribe. Exactement, mais là maintenant tu vas avoir un Kindle couleur et qui peut aussi te permettre de prendre des notes. C'est intéressant parce que... D'ailleurs, il faut voir, parce que tu cites Remarkable, qui est remarquable pour la prise de notes, mais pas pour la lecture. Mais moins bien pour la partie. En fait, c'est un Remarkable que j'avais pris pour tester. C'est génial pour prendre des notes. Et le sentiment de papier est bluffant. Ils viennent de sortir une version plus compacte d'ailleurs de ce produit. Mais il n'y a pas l'écosystème Kindle dessus. Donc en fait, tu es obligé d'avoir deux produits assez chers. Là, je trouve que l'idée d'Amazon de le proposer en un seul n'est pas bête. Hein. Il faudra juste voir le rendu papier, exactement. Comme tu disais. Si le rendu pour le confort de prise de notes est bon, ça va être une belle tuerie, je pense, effectivement. Mais c'est toujours la difficulté de soit d'étendre les usages d'un produit, soit d'en fusionner deux. Bouton à 5 pattes. On sait que généralement, hein, c'est la règle. On perd un petit peu des deux côtés quand on fusionne deux produits, quoi. Et dans ces nouveaux Kindle arriveront de nouveaux écrans de meilleure qualité, on l'a dit, nouveau rétroéclairage aussi de qualité, et puis l'IA, bien évidemment, parce que ça fait partie aujourd'hui des innovations qu'on est en droit d'attendre avec ce type de produit. Et notamment, il y a un truc qui a l'air cool. En fait, si on fait des notes justement avec cette nouvelle, ce nouveau Kindle et qu'on les envoie sur le cloud, on va pouvoir avoir une discussion avec l'IA sur ce qu'on vient d'écrire. Voilà, pour essayer peut-être d'enrichir, de faire par exemple une présentation, des choses comme ça, à voir ce que ça donne. Mais en tous les cas, sur le papier, ça a l'air d'être assez intéressant. Moi, pour conclure, peut-être, je ne sais pas si on en est à la conclusion, mais je suis très intéressé de voir ce que Apple sortira en Smart Hub pour la maison. Un Smart Hub, c'est donc ces passerelles qui permettent de venir tout connecter et peut-être d'avoir un écran qui affiche les caméras, comme Amazon le fait avec les Ring notamment. Pour l'instant, par le HomePod. Et il y a des rumeurs tous les ans que Apple va sortir un jour ce produit avec un écran et on ne l'a pas encore vu. Moi, je pense que la puce N1 est le petit, enfin c'est pas le petit gravier, mais c'est la petite pierre qui va débloquer les choses, parce que mine de rien, à la fois supporter le Wi-Fi, le Bluetooth, mais surtout Thread. C'est, à mon avis, la porte qu'ils attendaient pour pouvoir ouvrir davantage leur effort de montée. Et qui va arriver dans la future Apple TV, bien sûr, et donc qui permettra de... Voilà pour les nouveautés Amazon. Intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces produits, évidemment, Tech & Co, BFM Tech, pour avoir toutes les en fait, voilà, puisque Melinda Davansouda, c'était avec notamment une interview très intéressante de Monsieur Kindle. De Monsieur Kindle. De Monsieur Kindle. Son nom de famille. Voilà, ils ont pris son nom pour le produit. Monsieur Kindle surprise, c'est comme ça que ça s'appelle. Attention. Oh là, le point est accordé. C'est les plus anciens qui... non, quoi que ça existe toujours, le Kinder surprise. Bah oui. J'en ai pas mangé depuis longtemps, mais oui, ça existe. Il n'y a plus l'âge. C'est pour ça. Ça existe. Il y a pas d'âge. En régie, les gourmands me disent que ça existe. Il n'y a pas d'âge pour mâcher du plastique. C'est ça.
Allez, on enchaîne avec ChatGPT et surtout OpenAI qui nous a concocté une petite semaine d'annonces qui est plutôt intéressante. Ouais. Écoutez bien, on va parler de ChatGPT avec lequel on peut faire des achats directement. Le contrôle parental et puis Sora 2. Tout à l'heure, en préparant cette émission, je voyais Gonzague s'amuser avec... De quoi tu parles? Sora Moi, 2. m'amuser, alors que je Ça a suis l'air assez chaud. d'un sérieux permanent. Non, mais c'est cool. Ouais. On commence par quoi? Comme vous voulez. Ce qui vous a le plus... Sora, je pense que c'est peut-être Sora, le plus... c'est le plus frais et le plus bluffant, on va dire, d'un point de vue visuel, même si tout n'est pas encore là, hein, évidemment. Mais en fait, oui, donc Sora, le modèle lancé en 2024, évolue. Oui, Et là, de génération de vidéos. Si voilà. L'équivalent du VO chez Google. Oui, c'est ça. En fait, c'est le chat GPT de la vidéo, quoi. C'est ça. Ah, Vous tapez un prompt et vous avez une vidéo qui est qui générée. était hyper en retard par rapport à ce que Google avait sorti. Enfin, de toute façon, c'est une bataille. Bah, hein, chacun avance sauf que là, quand même, OpenAI avance vraiment vite sur beaucoup de choses en même temps. Et là, en fait, Sora 2 prend la forme d'une application sociale, c'est-à-dire que c'est une application disponible sur iOS pour l'instant uniquement, aux États-Unis et au Canada uniquement pour l'instant, mais on peut l'installer si on a un compte américain, par exemple, évidemment. Et en fait, on génère des vidéos qui seront donc complètement synthétiques. Donc sur PC, ça marche pas. Non, c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment l'application. Enfin, que mobile. C'est que mobile. C'est vraiment dans l'application. Voilà. Okay. Et on génère sa vidéo. Et ce qui est bluffant, au-delà de ce qu'on verra après sur l'évolution du rendu physique, etc., c'est qu'on peut très facilement soit s'intégrer dans la vidéo en mettant son visage, soit mettre des amis dans sa vidéo. Et en fait, on devient un peu le héros de situations complètement folles, comme le montrait tout à l'heure Gonzague hors antenne. Effectivement, d'ailleurs, OpenAI le dit comme ça, hein, c'est vraiment un moment de rupture dans l'IA générative vidéo. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un Mission Impossible avec Gonzague à la place de Tom Cruise, quoi. Mission possible. Mission possible. Non, mais surtout, possible. Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, alors je trouve que d'une part, il y a la performance technique du modèle qui est assez bluffante, même s'il y a encore des imperfections. Et d'autre part, il y a ce que tu as commencé à raconter sur le fait que tout ça se passe à travers d'une application mobile qui est en fait un réseau social. Donc ça, c'est très différent. Par exemple, il y a quelques semaines, Google a sorti Nano Banana, leur modèle qui permet de générer des images qui est complètement dingue, mais il n'y a pas de réseau social. Tu les génères et puis tu les postes quelque part. Là, tu es captif du réseau social qui est Sora, développé par OpenAI, dans lequel tu peux faire ce qui s'appelle des caméos, c'est-à-dire utiliser la tête de quelqu'un, la tienne, ou des amis que tu connaisses, avec un contrôle assez fin sur ça, c'est que tu peux autoriser tes amis à réutiliser ton visage, sinon ils ne peuvent pas. Et tu ne peux pas utiliser le nom de célébrité dedans. Donc là, ils veulent limiter aussi le risque de dire... C'est dommage si tu as mis avec des célébrités, du coup. Ce qui est dommage. Ouais, mais alors dans ce cas-là, ça marche parce qu'eux peuvent t'autoriser. Ça va être un business incroyable. C'est un business incroyable. Le rendu est quand même foufou. On s'est amusé à faire des vidéos où je volais des iPhones dans un Apple Store. Ne faites pas ça, c'est une simulation. Et je me fais arrêter par un policier. Ça prend tous les éléments, tous les codes qu'on connaît pour faire une vidéo. Et donc, ça arrive aussi bien à générer des vidéos de quelque chose qui est réaliste que des choses factices comme le chef de produit de Sora qu'on a vu en vidéo volant sur un dragon. En tout cas, je ne crois pas que ça existe réellement. Si. C'est vrai, ouais, et la Terre est plate. C'est ça. Donc, bluffant. Et ce côté réseau social est très intéressant. Alors, par contre, ça continue à repousser la question et la question sociétale de comment fera-t-on la différence tellement ça devient bluffant. Parce que maintenant, ce qui marche très bien dans leur modèle, c'est aussi le son. Avant, les modèles de génération de vidéos ne faisaient pas l'audio. Ouais, et là, c'est arrivé avec VO3, d'ailleurs, cette synchronisation. Et là, ça fait les paroles dans plusieurs langues. Parfait. Et une personne peut commencer une phrase dans une langue, la finir dans une autre, avec une consistance de la voix et la synchronisation. C'est ta voix aussi, tu peux pas mettre ta voix. Tu peux pas numériser ta voix. En fait, quand tu t'enregistres pour être dans des caméos, tu dois lire des chiffres, tourner ta tête dans quelques directions, mais tu lis 3 chiffres. Donc, c'est très bref. Donc, ça synthétise un tout petit peu ta voix, mais il n'y a pas toutes les expressions. C'est pas ce que fait, par exemple, Eleven Labs sur l'audio, où tu peux vraiment passer ta voix entière en modèle IA. Bon, Sora, c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit, c'est accessible. Tu n'es pas obligé d'avoir un abonnement Non, c'est accessible. Il faut un abonnement, mais il y a un abonnement gratuit. Oui, d'accord. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement payant, mais effectivement, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est réservé pour le moment aux États-Unis, donc il faut avoir un compte Apple Store US
et être sur une IP américaine. Mais impressionnant. Imaginez un petit peu l'industrie du divertissement, du cinéma. C'est incroyable. Bon, voilà, le gars de Sora qui est sur un dragon, vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est dingue, mais C'est auparavant... incroyable. Avant, c'était des centaines de personnes pour animer le dragon, pour animer le mec dessus, pour l'enregistrer sur même des infographies, enfin, exactement. je sais pas, mais en tout cas, et des heures de des rendu. spécialistes d'effets spéciaux. Ouais. Là, enfin, on commence à apercevoir l'impact que ça va avoir dans le divertissement. Et après, ça s'est aussi nourri du travail de tous ces gens, puisque ce sont des modèles qui sont entraînés, oui. Et entraînés d'images existantes. Oui, c'est ça le paradoxe. Exactement. Mais et ça fait, je pense que ça va faire une transition. Ce qui est intéressant aussi avec cette application, c'est que, et tu le disais, OpenAI, en fait, est en train de... Il y a, dans toute guerre technologique, il y a une guerre, une bataille pour l'attention des gens, pour la fidélisation des gens, et l'adoption. pour les faire s'intégrer à un écosystème. Et là, OpenAI, clairement, il balance quelque chose qui, par sa facilité et effectivement le fait que ça soit complètement intégré de bout en bout, va faire rentrer les gens encore plus dans l'univers OpenAI avec ChatGPT, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant parce que on commence à voir, on s'est toujours posé la question de quel est leur modèle économique au long cours, mais on voit clairement que là, ils veulent que les gens rentrent dans leur écosystème et n'en sortent pas. Et l'instant cash-out, le modèle de paiement directement dans ChatGPT, c'est aussi ça. Vous êtes venu chez nous pour un conseil, pour savoir quel produit acheter, etc. Maintenant, vous n'avez même plus besoin de sortir de chez nous. Vous pouvez l'acheter directement. Et là, c'est pareil. Si vous voulez faire des vidéos complètement folles, vous n'avez pas besoin de sortir de chez nous. Vous les diffusez directement depuis notre application. Vos amis seront là. Et il y a vraiment cette montée en gamme de ce modèle-là aussi qui est intéressant. Et transition toute faite, voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a deux autres innovations qui ont été présentées par OpenAI. Le contrôle parental, on est d'accord. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et le fait que maintenant, l'IA générative de ChatGPT arrive à faire des achats toute seule. Ouais. Alors ça, c'est pas tout à fait nouveau. On en avait parlé déjà, il y a quelques semaines de cela. Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, ChatGPT, ils annoncent qu'ils ont 700 millions d'utilisateurs actifs, ce qui n'est pas dégueulasse. Et beaucoup de ces gens, dont peut-être vous, je le fais personnellement, cherchent des produits et services à travers ChatGPT. Donc là, opportunité financière pour c'est pas bon pour Google tout ça. C'est pas du tout bon pour Google. Parce que Google, ils ont Google Shopping sur lequel ils prennent de l'argent, avec Google Ads, etc. Donc ça, c'est menaçant pour Google. Là, ils ont développé avec Stripe, qui est une plateforme qui permet d'encaisser les paiements, etc. en ligne, qui est très développée, ce qu'ils appellent le Agentic Commerce Protocol, je crois, si je ne me trompe pas, et qui est un modèle open source qui permet de faire une transaction de paiement et d'achat à travers un GPT, une IA générationnelle. C'est-à-dire que là, en fait, l'expérience d'achat va jusqu'au bout, grâce 100% à travers ChatGPT. Sans sortir de l'écosystème OpenAI. On parle de plus en plus avant, on connaissait le B2C, c'était le business qui parlait aux consommateurs, le B2B, le business qui parlait aux... Maintenant, il y a c'est le B2A2C, c'est business to agent to consumer. Et en fait, là, on est en plein dedans. En fait, on court-circuite toute entre guillemets, la chaîne de valeur pour que les gens qui vendent, en fait, leur interaction, c'est plus avec le client final, c'est avec un agent qui va savoir au mieux à terme ce que veut le client. Et en fait, là, c'est une première étape. On fait une recherche, il recommande un produit, on trouve que le produit est bien, on clique, on achète et c'est réglé. Alors, pour l'instant, effectivement, c'est le périmètre est assez restreint. Oui, c'est que les marchands Etsy pour le moment. Ok, d'accord. Voilà, c'est pas valable pour Amazon, par exemple. Non, ça demande des accords. Mais néanmoins, c'est aussi un galop d'essai qui prouve que la technologie fonctionne. Alors, ça va aussi poser beaucoup de questions, parce que, alors c'est vrai qu'on s'est aussi habitué à ça, mais selon quelle pertinence et quels critères ils vont mettre les produits en avant. Ils disent évidemment, nous, notre premier critère, c'est que ça soit satisfaisant pour les utilisateurs, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vont pas passer des accords avec certains fournisseurs ou certains produits et ça sera très difficile, il y aura une forme d'opacité qui va faire que ce sera difficile de mesurer tout ça. Donc il y a plein de questions qui se posent derrière aussi, évidemment. En gros, demain, vous avez envie de vous acheter un air fryer, mais vous ne savez pas du tout ce qu'il faut acheter, vous ne savez pas quel modèle, vous avez à peu près le budget.
vous posez la question à ChatGPT, il va aller chercher pour vous, faire son étude de marché, et après, acheter, si vous êtes d'accord, j'imagine, parce qu'il y a toujours bien sûr, oui, il y a une validation, il y a un des bouton. validations, le produit qu'il aura préalablement sélectionné par rapport à vos besoins. Et c'est là où on se dit, est-ce que voilà, ce seront des achats, on va dire, véritablement éclairés éclairés ou sponsorisés. Moi, j'ai envie de dire que ça, c'est déjà le cas hors ChatGPT. C'est-à-dire que quand tu cherches Air Fryer sur Google ou sur un autre moteur de recherche, s'il y a une marque qui a payé de la publicité, elle va être en avant. S'il y a une marque qui a payé pour des avis... Oui, mais c'est toi qui choisis. Tu as le libre arbitre d'aller sur d'autres sites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va te proposer qu'un seul produit sur ChatGPT. Ça veut dire que tu pourras l'acheter directement. Mais aujourd'hui, quand tu cherches... Pour toi, ça ne change pas grand-chose. Je ne trouve pas. Moi, je trouve que ça change les choses parce que dans Google, par exemple, quand on mène sa recherche, on a effectivement des liens sponsors qui sont identifiés. Il y a des liens ensuite... Oui, alors, pardon, identifiés pour ceux qui savent. Oui. Mais ma mère ne fait pas la différence entre la pub dans Google et le contenu. Mais après, donc je continue. Ensuite, il y a d'autres liens qui sont connexes ou qui sont en rapport avec la recherche. Mais il y a aussi mis en avant, par exemple, des comparatifs de médias, des comparatifs de structures identifiées. Et ce qui fait qu'une personne qui a quelques doutes, qui est un petit peu rodé, parce que oui, effectivement, tout le monde n'est pas encore au courant de comment fonctionne Google Search, même si on peut estimer qu'une belle partie des utilisateurs commencent à faire un petit peu le point, ou en tout cas peuvent scroller un petit peu et dire « Tiens, voilà, on me dit qu'il y a 4 modèles et qu'on les a testés, je vais voir ». Là, en fait, on court-circuite ça un petit peu, parce que c'est l'agent qui va faire ce travail préliminaire. L'agent va venir citer le travail. Alors, et ça, c'est plutôt dur et inquiétant pour vous, journalistes et médias. Mais aux États-Unis, là où Google a commencé à proposer ces résultats enrichis, il y a une perte de 30% de trafic vers les médias. Bien Ce qui veut dire qu'il y a 30% de gens en moins qui vont chercher une information. Alors effectivement, c'est gênant pour les médias, mais une information qui généralement, on peut l'espérer, objective. Oui, mais en fait, cette info, elle va être reprise par l'IA ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas quel poids ça sera donné en fait. Je pense. Mais oui, donc il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Il y a ça, donc aujourd'hui, quand tu achètes un produit en ligne, je pense que tu peux quand même te faire avoir par la publicité, quelqu'un qui a acheté un contenu commercial à une marque et qui ne l'a pas trop expliqué, et les faux avis, qui sont quand même un fléau. Ah oui, Et alors, le sujet là qui est intéressant, parce qu'on parlait de monétisation pour OpenAI, c'est qu'en fait, eux, ils vont prendre un pourcentage des transactions réussies aux marchands. Donc le vendeur va devoir verser un peu de sous. Et deuxième chose dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt comment être présent sur ce truc, c'est que pour l'instant, il va falloir s'inscrire, déclarer ton catalogue de produits, etc. Donc tous les petits marchands qui ne font pas cette démarche ne seront pas référencés là-dedans. Donc tu seras référencé, mais pas achetable directement. Ça va être intéressant de voir Amazon, comment Amazon réagit par rapport à tout ça. Leur objectif, c'est de vendre plus, donc peut-être qu'ils y viendront. Mais est-ce que ça ne rentre pas en concurrence avec d'autres services qu'ils voudraient mettre en place ? Ça tout ça est passionnant. Ils peuvent quand même se référencer dans ChatGPT. Ouais, c'est clair. Tu as intérêt à être partout. Ah oui, bien sûr. Le contrôle parental aussi, autre nouveauté qui a été annoncée par OpenAI. Alors juste pour revenir un petit peu là-dessus, c'est en fait, effectivement, il y a eu cette... Sam Altman n'a pas eu le choix. Hein. Il y a eu coup sur coup la plainte de parents dont le jeune adolescent s'était suicidé parce que, ChatGPT ne l'avait pas encouragé à suicider, mais il ne l'avait pas orienté vers des services qui auraient pu psychologiquement lui dire « Attends, il faut consulter, tout va bien, etc. » Donc ChatGPT n'avait pas bien fait son travail, n'avait pas été pensé pour ça. Et donc, effectivement, ils ont travaillé sur un meilleur suivi de ce genre de situation, avec une réorientation vers des humains en cas de problème. Et effectivement, ils s'étaient engagés à mettre en place un service de contrôle parental qui est d'ores et déjà disponible. Les parents peuvent être alertés, peuvent lier leur compte, le compte de leur enfant à leur compte. Ils peuvent être alertés en cas de souci, si l'enfant est d'accord, au moment du réglage, si l'enfant a donné son accord. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes choses. Je peux regarder les prompts que l'enfant fait, c'est pas les prompts, je crois, mais il y a des alertes si il y a un truc qui va pas. Si certains sujets, le suicide, scarification, mutilation, automutilation, etc. sont abordés, il peut y avoir une... Votre enfant vous demande, nous demande comment fabriquer une bombe en 3 minutes. Et donc il y a ça, mais sachant qu'aux États-Unis, il y a des experts dans la gestion de la détresse psychologique des adolescents qui disent
c'est bien, mais c'est pas assez. Ouais. Vous devez encore faire plus. Vous devez. Alors, il y a cette partie suivi, contrôle parental, mais il y a aussi une façon de mettre peut-être plus de frontières dans ce que peut dire et ce que peut faire l'algorithme quand il s'adresse à un jeune, quoi, en fait. Gonzague, là-dessus Vraiment, c'est dans la continuité de ce qu'on s'est dit, c'est un sujet de société qui est majeur, à la fois parce que les téléphones, d'une certaine façon, nous isolent, et c'est pas propre à ChatGPT, mais Instagram, regarder des gens qui sont en vacances pendant que tu es assis sur tes toilettes, ça te donne l'impression peut-être que ta vie est nulle, machin. Je trouve qu'il y a un côté intéressant. Ça crée d'ailleurs, ça crée des tensions et des jalousies. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est probablement le pire truc qui nous soit arrivé. Ah, ça, c'est clair. Ça divise les sociétés. Bref, très, très, très dommage. De l'autre côté, je trouve intéressant que les modèles d'IA, pas que ChatGPT d'ailleurs, mais peuvent t'encourager d'une certaine façon à aller mieux, te donner des ressources pour organiser ta vie. Et je connais des gens qui sont très seuls et qui s'en servent un peu comme un psy. Alors, il ne faut absolument pas remplacer les psys par l'IA, mais ça a été un peu quelque chose qui a pu les encourager à aller voir un psy. Exactement, je trouve que c'est très intéressant. Quand on parle des démarches qui sont prises aujourd'hui, si tu tapes suicide dans Google, le premier résultat qui va s'afficher, c'est la hotline pour les gens qui ont des intentions suicidaires, pour éviter, pour te décourager de le faire, pour essayer de faire que tu trouves une solution alternative à essayer de mettre fin à tes jours. C'est intéressant. Je pense qu'il y a un vrai potentiel de développement personnel. Évidemment, quand tu vas pas bien du tout, pas forcément le truc qui est le plus flagrant. Et alors, marrant, moins pour le sujet sociétal, mais ChatGPT a fait ses annonces pile au moment où Anthropic lançait leur nouveau modèle Sonnet 4.5. Et voilà, pour couper l'herbe sous le pied. Exactement, pour éclipser l'annonce de leurs concurrents. Voilà, qui est pourtant quelque chose de... Alors, c'est assez technique, Sonnet 4.5. C'est plus que technique, Mais c'est une petite révolution parce que ça devient le meilleur modèle IA pour... coder, en fait. Pour le développement, alors c'est la course à l'échalote, puisque chaque grosse société, donc Google, avec Gemini, OpenAI, Mistral, DeepSeek, etc., sortent régulièrement des nouveaux modèles, si ce n'est pas toutes les semaines, c'est tous les mois. Oui, des mises à jour. J'adore dire à peu presque. Des mises à jour. Et par exemple, Google avait un énorme retard, l'a très largement rattrapé, machin. Anthropic, qui édite Claude, eux, ils ont vraiment une niche un peu dans le développement. Et donc, ils ont lancé plein de modèles, Opus, Sonnet 4, etc. Là, ils viennent de lancer, il y a 3-4 jours, Sonnet 4.5, qui est sur les classements, parce qu'il y a plein de tests et de classements de modèles, le meilleur dans quasiment tous les domaines, au même prix que le précédent, ce qui est intéressant parce que, par exemple, précédemment, quand OpenAI lançait un nouveau modèle très performant, il devenait extrêmement coûteux, donc quasiment personne s'en servait, qui est capable d'utiliser plus d'outils, qui est meilleur en sciences, en maths, en droit, en finance. Donc, c'est assez bluffant. J'en suis pas mal servi. Et il y a une notion, on parlait tout à l'heure en antenne de vibe coding, donc les gens qui lancent des applications, qui les développent, qui s'appelle le one-shot, c'est-à-dire quand tu demandes quelque chose à une IA, dans quelle mesure, en une fois, en un prompt non corrigé, ça arrive à le faire. Là, je lui ai demandé des trucs. Waouh. Ça prend un peu trop d'initiative, parfois, mais bluffant. Pierre ? Ouais, moi, je suis toujours... Alors, pour avoir discuté avec des développeurs assez récemment qui, eux disaient, alors peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas envie de sauter par la fenêtre tout de suite, ils en parleront peut-être à ChatGPT avant, je ne sais pas, mais qui disaient effectivement le vibe coding, pour nous, c'est bien, ces gens qui développent leur application eux-mêmes, c'est bien parce qu'en fait, au bout d'un certain temps, ne serait-ce que quand il faut introduire de nouvelles fonctionnalités, les mettre à jour, etc., ils viennent vers nous parce qu'ils ne savent toujours pas coder et il y a parfois des petits problèmes. Donc, on en discutait aussi tout à l'heure, un peu hors antenne, c'est effectivement, est-ce que ça va durer dans le temps ? Est-ce que les modèles vont pas s'améliorer à tel point qu'ils arriveront à gérer cette montée en puissance des applications ? Sans doute, mais néanmoins, effectivement, il faut encore garder en tête, pour monsieur et madame tout le monde, mais moi, effectivement, je me suis amusé à coder des applications et effectivement, ça marche et c'est bluffant. Alors, il y a des bugs de temps en temps, on y retourne, on retourne à sa planche à développer. Mais il faut garder en tête que pour au moins des applications un peu critiques ou vraiment professionnelles, parfois, quand même, c'est bien d'avoir un numéro de développeur sous la main. On ne sait jamais si votre application tombe complètement en rade et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est le code. C'est peut-être pas mal d'avoir une roue de secours humaine encore. Sauf qu'un jour, on aura une hotline et IA qui... Mais sans doute.
qui checkera ton appli et te dira ce qui va pas. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que on y va, cette position des développeurs ne va pas survivre longtemps. Ouais, c'est clair. Messieurs, merci beaucoup. Merci à Pierre Fontaine du site Tech & Co et de BFM Tech. Et merci à toi, Gonzague. Quand je dis merci, c'est pas tout à fait parce qu'on va se retrouver pour le petit module bonus. Et on va parler télécom, tiens, avec une annonce... alors, au long cours, hein, mais il faut savoir que la Poste mobile, la Poste Télécom, d'une manière générale, change de fournisseur d'accès et d'opérateur télécom. Et de propriétaire. Et de propriétaire. Ce n'est plus SFR, ça devient Bouygues Télécom. Et on va en parler dans le petit module bonus parce que ça change pas mal de choses pour les millions d'abonnés la Poste mobile. Et dans un instant, tiens, autre sujet télécom. Cette fois-ci avec Lionel Paris, on évoquera les 2 nouveautés du moment, Box SFR et Box 5G Orange. A tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.